Bonjour mes petits jambons, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je crois que ça doit bien faire un mois, voire peut-être même plus. En même temps il s'est passé beaucoup de choses, vous pouvez le voir dans le titre d'ailleurs. Avant de démarrer, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et activer la petite cloche. De cette façon vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Et bien sûr, si la vidéo vous plaît, pensez à liker, commenter et à partager. Bon, trêve de préliminaire, c'est parti, générique. Alors, pourquoi est-ce que je dois quitter le Japon? Eh bien, pour plusieurs raisons, mes petits boudins. Comme vous le savez, je me suis vraiment retrouvée dans une grosse galère financière à cause de mon logement. Donc, je devais trouver urgemment un autre logement beaucoup moins cher. Et en même temps, je devais aussi trouver un travail. Parce que trouver un logement, c'est bien, mais quand t'as pas de sous, bah, qu'il soit moins cher ou qu'il ce soit le même prix, eh ben, c'est kiff-kiff. Hein. Si tu peux pas le payer, tu peux pas le payer. Donc il fallait que je trouve activement un travail. À côté de ça, bien sûr, il y a les cours à gérer. Et dans tout ça, il y a eu encore beaucoup de choses qui se sont passées. Donc on va commencer par le début. Quel début? Alors à partir de maintenant, on va parler de sujets très sérieux. Donc on va rester très respectueux dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que là on va vraiment parler de maladies physiques, de maladies mentales et d'autres choses encore plus graves. La première chose qui a vraiment commencé à me faire m'inquiéter très sérieusement, ça a été quand ma santé a été affectée par tous les problèmes que j'ai évoqués dans la précédente vidéo. Je vais la mettre là, quelque part. Elle va être quelque part. La première chose qui m'a alertée, c'est que j'ai commencé à perdre la vue. Littéralement, j'étais en train de perdre la vue. Je ne voyais plus. C'était peut-être 2 semaines avant le début des cours. J'avais déjà le bouquin, donc je m'étais dit que j'allais commencer à étudier pour me préparer, pour être prête au moment des cours, et puis aussi pour me sortir un peu la tête des problèmes et me refocaliser sur la raison pour laquelle j'étais venue ici. Donc j'ai commencé à étudier comme une grosse tarée, donc je me levais à 6 h du matin et j'étudiais jusqu'au soir, jusqu'à 18 h quasiment non-stop. Et à la fin de la journée, je voyais trouble. Déjà, ce qui était écrit sur le livre, je voyais plus, c'était flou. Quand je checkais mon téléphone, pareil, j'arrivais plus à lire, la vision était trouble. Et même la vision de loin, quand je regardais au loin, c'était flou. Donc là, je me suis dit, bah oui, c'est parce que tu as forcé sur tes yeux, donc c'est normal qu'ils soient fatigués, tu vas dormir, demain ça ira mieux. Pas du tout. Le lendemain, pareil, le surlendemain, pareil, et en fait, plus le temps avançait, plus ma vision était affectée, mais de plus en plus tôt. C'est-à-dire qu'au début, c'était en fin de journée, après, c'était dans l'après-midi, et après, c'était au bout de 2 heures d'études, c'est-à-dire qu'au bout de 2 heures à lire des bouquins et à écrire, je me mettais à voir flou, et après, c'était carrément direct au réveil. C'est-à-dire que dès le matin, au réveil, j'ouvre les yeux, je vois pas clair. Rien que pour ouvrir mon téléphone, donc je tape mon code, et ben rien que ça, j'arrivais pas. J'arrivais pas parce que je voyais pas bien mon clavier, je voyais pas l'écran. Donc là, je me suis dit, ouais, ça commence à être un peu bizarre quand même. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que mon problème de vue, c'est un problème de vision de loin. C'est-à-dire que à partir d'une certaine distance, je n'arrive pas bien à lire. Par exemple, les panneaux de signalisation sur la route, à une certaine distance, moi, je peux pas les lire. Donc moi là-bas j'ai des lunettes pour ça. Bon, là il s'est avéré que ma vision de loin avait quand même baissé. C'est-à-dire que la distance à laquelle je pouvais voir avant, elle avait drastiquement diminué. Et la deuxième chose qui là m'a vraiment fait m'inquiéter, c'est que ma vision de près a été très affectée. C'est-à-dire que je ne pouvais plus lire de près. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas avant. Je sais pas si vous avez vu, alors je mettrai peut-être une capture d'écran. Le bouquin dans lequel on étudie, c'est écrit petit. Mais vraiment, c'est écrit petit. Je comprends pas pourquoi ils écrivent aussi petit. Il y a une page entière et ils utilisent ça dans la page. Pourquoi vous maximisez pas l'espace entier de la page? Je comprends pas. Bref. Donc, bon, déjà, les textes sont écrits petits, mais surtout au niveau des kanji, quand il y a les furigana au-dessus ou en dessous, c'est illisible.
Déjà de base c'était illisible, donc j'utilisais une loupe. Je rigole pas, j'utilisais une loupe pour pouvoir lire les Fooligana. Mais au besoin, j'avais juste besoin de mettre le livre contre mon visage, comme ceci. Et j'arrivais à lire en fait. En rapprochant vraiment le bouquin, j'arrivais à lire. Là, j'y arrivais plus. C'est-à-dire que plus je rapprochais le livre de mes yeux, et plus c'était flou. Et là, je me suis dit, attends, c'est bizarre. C'est pas normal. Je suis en train de devenir aveugle, ça va pas du tout. Donc là, j'ai commencé un petit peu à m'inquiéter, donc je suis allée voir un ophtalmo. Parce que, problème de santé numéro 2, je vais dédier des vidéos à ces problèmes de santé parce que vraiment ça mériterait qu'on s'y attarde parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais là, je vais juste survoler. Depuis novembre 2021, l'année dernière, j'ai un lupus. Donc pour ce lupus, j'ai un traitement médical et le traitement en question, il a un effet secondaire principal qui est la baisse, voire la perte de la vue. Donc moi je me suis dit que peut-être c'était lié à mon traitement et qu'il fallait vérifier que le traitement n'avait pas affecté ma vision. Donc je suis allée voir un ophtalmo qui m'a fait, il m'a mis 50 000 gouttes dans les yeux, je voyais plus rien, j'avais les pupilles tellement dilatées mais on dirait que j'étais sous cocaïne. Résultat des courses, après maintes et maintes examens, il m'a dit, écoutez, sur le plan mécanique, vos yeux vont très bien, il n'y a aucun défaut. Vous n'avez pas de problème de vue. Oui, mais je vois pas. Il m'a dit que très clairement, ce n'était pas du tout lié à mon traitement médical et que, vu qu'il n'y avait aucune anomalie au niveau de ma rétine, le problème venait d'ailleurs. Et là-dessus, il m'a demandé si éventuellement j'étais un peu stressée et si je dormais bien. Non, je suis pas stressée du tout et je dors très bien, tout est parfait. En fait, il m'a expliqué qu'il a vu beaucoup d'étudiants dans cette situation dont la vue avait baissé et la raison, encore une fois, n'était absolument pas biologique ni mécanique, il n'y avait aucune maladie, c'est juste que la fatigue et le stress faisaient perdre la vision en fait. C'est pour ça qu'il m'avait demandé si éventuellement j'étais quelqu'un d'un petit peu stressé et si je dormais bien. Donc, mes problèmes de vue étaient clairement liés au stress généré par mon arrivée au Japon. Et là, je me dis, c'est super, le fait de venir au Japon me rend aveugle. Bon, premier truc, pas très rassurant, mais ça, ce n'était que le début. Attaquons le problème de santé suivant, et celui-là, il est beaucoup plus grave. Donc, ça aussi, pareil, j'en ferai une vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pour ceux qui me connaissent, j'ai fait une dépression très sévère pendant des années. Je sortais d'une longue hospitalisation de 6 mois, ce qui est assez conséquent, sachant que généralement pour une dépression, une hospitalisation c'est 2 à 3 mois. Donc j'y suis restée 6 mois, c'est pour vous dire à quel point la situation était grave. Donc moi quand je suis sortie de là, j'étais complètement en ruine, hein, je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Bon, là-dessus il y a eu d'autres éléments, donc, notamment le décès d'une de mes amies, j'en parle dans cette vidéo. Donc quand cette amie est décédée, je me suis dit que ça aurait pu être moi. Dans l'état où j'étais, ça aurait clairement pu être moi, et je m'étais dit, si tu meurs demain, quelle est la chose que tu regretterais de ne pas avoir fait? Et le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'était d'aller au Japon. Et à partir de là, je me suis dit, ok, il faut que tu y ailles, tu te débrouilles comme tu veux, mais tu y vas. De toute façon, là, t'as plus rien à perdre, t'as déjà tout perdu, donc vas-y, et après, bah tu verras. Donc très clairement, ce voyage, il m'a sauvé la vie, mais au sens littéral du terme. C'est aussi la raison pour laquelle je tenais à ce point à y retourner. C'était vraiment vital, pour moi c'était un besoin viscéral de revenir au Japon parce que clairement pour moi ma survie en dépendait. Et le problème c'est que la situation s'est inversée. Ce qui me faisait sortir de la dépression, c'est ce qui m'a fait replonger dans la dépression. Avant de venir, j'avais commencé mon sevrage de médicaments. Je précise avec mon médecin, je n'ai pas fait ça toute seule. Alors les gens, si vous avez un trouble mental quel qu'il soit et que vous avez un traitement, ne l'arrêtez surtout pas. Jamais, tout seul de votre propre chef, faites-le avec le suivi médical de votre médecin.
Il faut que vous soyez accompagné. C'est extrêmement dangereux d'arrêter votre traitement en cours de route. C'est le moment où vous risquez le plus de replonger et vous risquez d'être dans un état qui est pire que celui dans lequel vous étiez avant. Alors, tiens, petite précision, pourquoi j'ai fait mon sevrage? Comme je l'ai dit dans cette vidéo, certains médicaments ne sont pas autorisés au Japon parce que c'est considéré comme des stupéfiants. Et en l'occurrence, un des médicaments que je prenais, comme par hasard, il était prohibé au Japon. Donc, pour pouvoir continuer mon traitement médical, il aurait fallu que je fasse un courrier au ministère de la Santé et de l'Éducation pour avoir l'autorisation de me faire une ordonnance en France pour pouvoir me faire importer le fameux médicament au Japon. Parce que le médicament n'existe plus au Japon. Donc comme c'était très compliqué, donc vous avez vu toutes les galères administratives que j'ai eues pour venir au Japon, quand j'en ai parlé avec mon médecin, elle m'a dit, écoutez, vous savez quoi? On va faire plus simple. On va commencer le sevrage, comme ça quand vous allez partir au Japon, terminé. Vous n'avez pas besoin de faire des papiers, vous n'avez pas besoin de faire des ordonnances spéciales, vous n'avez pas besoin de faire importer votre traitement, vous y allez, c'est fini. J'avoue, je n'avais pas envisagé cette solution, mais j'avoue, ça avait du sens, et puis surtout qu'à ce moment-là, j'étais vraiment sur une pente ascendante, donc j'allais vraiment très bien, je m'étais vraiment beaucoup stabilisée, et j'allais de mieux en mieux en fait. Donc là, elle m'a dit, c'est le bon moment, on démarre le sevrage. Donc j'ai commencé le sevrage, ça se passait très bien. Et puis, je suis arrivée au Japon, et là, ça n'allait plus bien du tout. Alors, comment est-ce que ça s'est manifesté? Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, en fait, c'est quand j'ai commencé à refaire des insomnies. Parce que, au départ, le plus gros symptôme que j'avais, c'était justement les troubles du sommeil, et c'est le problème que j'avais le plus de mal à régler. Le reste, ça allait, j'ai réussi à gérer, mais vraiment le sommeil, c'était le gros point difficile à traiter. Mais effectivement, ça allait mieux, j'avais retrouvé un sommeil naturel normal, donc c'était super. Mais avec tous les soucis que j'ai eus, mon sommeil a commencé à être un petit peu altéré. Et il a été altéré à partir du moment, très précisément, où j'ai commencé à toucher à mes dernières économies. Parce qu'en fait, quand je suis venue, j'avais quand même une enveloppe dans laquelle j'avais mis mes économies. Et tant que je ne touchais pas à cette enveloppe, j'avais l'espoir de pouvoir rester au Japon. Je me disais, tant qu'il reste cet argent-là, je peux encore essayer de trouver un autre logement, de trouver du travail, de stabiliser ma situation financière. Mais à partir du moment où j'aurai entamé ce qu'il y a dans cette enveloppe et une fois que je l'aurai consommé, c'est fini. Je ne pourrais plus rien faire. Donc ça, c'était un petit peu ma bouée de sauvetage qui me permettait d'espérer que les choses iraient mieux. Donc je me disais tous les jours, essaye encore une journée. Essaye de tenir encore une journée. Et demain, tu verras. Le fait est que la situation ne s'améliorait absolument pas parce que la recherche de logement, ça avançait pas. La recherche d'emploi, ça n'avançait pas. Et à un moment donné, j'ai dû taper dans mes fameuses économies. Et c'est précisément à ce moment, quand j'ai commencé à utiliser cet argent, celui qui était dans l'enveloppe, que j'ai commencé à faire de nouveau des grosses insomnies. Et là, j'ai commencé à m'inquiéter sérieusement. Parce que je connais mon corps, et là, je me suis dit, ça sent mauvais, parce que, précision, j'avais fait mon sevrage. Donc, quand je suis venue ici, les médicaments, je ne les avais plus. Donc, je n'avais aucun moyen d'améliorer mon sommeil de quelque façon que ce soit, puisque je n'avais plus de traitement. Deuxième chose, mon deuxième symptôme, le deuxième gros symptôme que j'avais, c'est l'asthénie. L'asthénie, en fait, est une grosse faiblesse musculaire. En fait, ton corps ne te porte plus. C'est exactement le même effet que quand tu fais une grosse chute de tension. Tu sais, quand tu tiens plus sur tes jambes, que tu as les jambes qui tremblent là, que ton corps il est lourd, que tu n'arrives pas à sortir du lit parce que tu tiens pas debout. T'es une poupée de chiffon, tu tiens pas debout. C'est exactement, alors pour ceux qui ont eu la grippe, la vraie grippe, hein, je parle pas de la rhinopharyngite, non, la vraie grippe, là, celle qui te fout KO par terre, là. Ceux qui ont eu la grippe, vous connaissez ce sentiment de faiblesse extrême quand votre corps il est lourd et que vous pouvez pas sortir du lit.
Et ben c'est ça. Juste vous enlevez la fièvre, mais le reste, c'est ça. C'est exactement comme la grippe, vous ne pouvez plus bouger du tout. Donc quand je fais une crise d'asthénie, généralement c'est pas bon signe, ça veut dire que mon corps ne va pas bien du tout, ça veut dire que mon mental ne va pas bien, ça veut dire que j'ai trop forcé, que j'ai trop poussé, ça veut dire que je suis allée au-delà de mes limites en fait. Et il s'est avéré que je recommençais à faire de l'asthénie. Donc je recommençais à être très fatiguée, très faible physiquement. Donc j'avais plus d'énergie, j'avais plus de tonus musculaire. Marcher c'était difficile, rester debout c'était difficile, même réfléchir c'est difficile. L'asthénie attaque aussi les capacités intellectuelles, donc c'est difficile de se concentrer, de réfléchir, même de lire, en fait ça demande un effort épouvantable. Donc là je voyais ma santé qui diminuait de plus en plus et surtout très vite, c'est-à-dire que d'un jour à l'autre je passais un cran en fait. Et là je me voyais régresser à une vitesse phénoménale. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'en moins d'une semaine en fait, en moins d'une semaine, tous les symptômes de la dépression sont revenus. Dont un, et c'est celui-là qui m'a vraiment fait comprendre que la dépression était revenue, parce que jusque-là, je me disais que c'était le stress, mais ça allait, je pouvais gérer, plus ou moins. Mais là, je me suis vraiment dit que c'était la dépression, c'est quand j'ai commencé à avoir des idées noires. Alors, les idées noires, c'est le terme très élégant pour dire qu'une personne a envie de bouffer les pissenlits par la racine. C'est ça que ça veut dire. Et j'en étais là. C'est-à-dire que je me mettais au balcon, et là, je commençais à regarder en bas, et je me disais, ah, peut-être que la solution, c'est d'être en bas, en fait. Mais ayant réfléchi au problème, je me suis dit, tu es au 7e étage, donc ça ne marchera pas. Au mieux, tu vas sortir de là handicapée, mais tu seras toujours vivante. Donc ce sera pire, en fait. Donc là, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, attends, l'immeuble, il fait 19 étages. Peut-être que depuis le 19e étage, ça pourrait marcher. Et vous voyez, quand vous commencez à réfléchir à des moyens de mettre fin à vos jours, quand vous commencez à envisager des plans, inquiétez-vous. Allez voir votre médecin tout de suite. Là, je rigole pas. Quand vous commencez, ne serait-ce qu'à envisager la mort comme une solution, vous êtes déjà en danger. Et quand vous commencez à élaborer des plans très concrets pour mettre en pratique votre idée, pour le mettre à exécution, sur le plan médical, on considère que c'est déjà une tentative de suicide. Même si vous n'êtes pas passé à l'acte, on considère que c'est déjà une tentative en fait. Donc si vous avez déjà envisagé de mettre fin à vos jours et que vous avez déjà imaginé un moyen d'y parvenir, prévenez votre médecin tout de suite, immédiatement. Votre médecin, un proche, n'importe qui, mais là, clairement, c'est le signe que vous êtes en danger. Ne minimisez surtout pas ce symptôme, il est très grave. Donc moi, j'en étais arrivée à ce point-là quand même. Et tous les jours, je me levais en me disant pourquoi je suis en vie. Pourquoi je vis, pourquoi je suis là, pourquoi est-ce qu'on n'en finit pas tout de suite maintenant, une petite euthanasie, ça réglerait le problème. Et je me dépréciais de plus en plus, j'avais le sentiment que j'étais une incapable. Je me voyais comme une personne indigne, indigne de tout, indigne d'être aimée, indigne de vivre, indigne de... Et là, je me suis dit, tiens, les insomnies, l'asthénie, les idées noires, est-ce que tu ne serais pas en train de faire une petite rechute de dépression par hasard ? Oui, oui, là j'ai fait une rechute, mais une belle grosse rechute, hein. Là pour le coup elle était vraiment sévère. Et à partir de là, comme je savais que j'étais en danger, mais quand je dis en danger, c'est un danger réel, hein. Là tu es en danger de mort hein, quand tu es à ce stade-là, je me suis dit, est-ce que tu vas vraiment rester ici au risque de perdre la vie? Parce que bon, perdre la vue c'est une chose, mais tu es encore vivant, mais perdre la vie c'est quand même, on a un petit cran au-dessus. Et là, je commençais vraiment à envisager le fait de rentrer comme la solution parce que je me disais, mais là c'est trop grave en fait. Le problème, il me dépasse. Là, je suis en danger. Je ne peux pas rester. C'est pas possible. Donc, ce que j'ai fait à ce stade-là, donc j'ai envoyé un message à Kevin pour lui expliquer la situation. Je lui ai dit, écoute, là, c'est trop grave. Je pense qu'il faut vraiment que je rentre en France. Et là, il m'a envoyé le lien d'une clinique où le personnel parle anglais. Il m'a dit, écoute, c'est une clinique où ils sont habitués à traiter des patients étrangers. Donc, que ce soit à l'accueil ou les médecins, ils parlent anglais, donc contacte-les, prends rendez-vous. Je me suis dit,
peut-être que ça peut être une solution, mais j'avais un doute. Et pas un petit doute, c'est que, je rappelle, le traitement que je prenais, il n'existe pas au Japon. Donc même si j'allais voir un psychiatre et qu'il allait me donner un traitement, je n'avais aucune garantie que le traitement allait être efficace dans mon cas. Petite précision quand même, quand j'ai été hospitalisée, il a fallu plus d'1 mois pour trouver le bon traitement. Et quand je dis 1 mois, c'est-à-dire que tous les jours ont changé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait on me donnait un traitement, on voyait que ça allait pas, dès le lendemain on modifiait, on voyait que ça allait pas, on modifiait. Pendant 1 mois, tous les jours, on a changé mon traitement jusqu'à ce qu'on trouve et la bonne molécule et la bonne posologie. Parce que oui, c'est pas parce que tu as la bonne molécule que tu peux le prendre à n'importe quel moment, ton médicament. Donc je me suis dit, je peux pas m'amuser à faire des essais cliniques de médicaments et de traitements ici, sachant que là je suis pas hospitalisée, je dois gérer mon quotidien, il y avait les cours qui allaient commencer. Donc je me suis dit, est-ce que les médecins vont réellement pouvoir me soigner, me donner un traitement efficace? Et à ce moment-là, je faisais des rêves tous les soirs, mais vraiment tous les soirs, je rêvais que je rentrais en France. Et quand je rêvais que je rentrais en France, pour moi c'était une libération, mais vraiment, c'est-à-dire que je rentrais, je me faisais soigner, j'étais de nouveau voilà, dans un environnement où j'étais protégée, je pouvais après retrouver du travail, donc de nouveau regagner de l'argent, sortir de la précarité, etc. Et quand je me réveillais le matin, mais j'étais démolie. Vraiment, j'étais démolie. Je me disais, mais non, je suis pas en France. Et à chaque fois, je me disais, non, il faut rentrer. Là, il faut vraiment rentrer. J'en ai parlé à très peu de gens de ça, parce que je savais très bien ce qu'on allait me dire. Et effectivement, les rares personnes à qui j'en ai parlé, ils m'ont dit, rentre tout de suite. Ils m'ont dit, rentre tout de suite. Non, là, ça vaut pas le coup. Faire des sacrifices, c'est une chose, mais là, c'est trop grave. Tu peux pas mettre ta vie en danger, tu peux pas mettre ta santé en danger pour un projet, un rêve, quel qu'il soit. C'est trop dangereux. Rentre. Rentre avant qu'il ne soit trop tard. Donc déjà, moi, j'avais envie de rentrer. Les rares personnes à qui j'en ai parlé, ils me disaient de rentrer. Donc là, je me voyais pas rester, en fait. Et en même temps, paradoxalement, il y a une partie de moi qui voulait rester quand même. Je ne peux pas vous expliquer le pourquoi du comment, je sais juste qu'il y a une partie de moi qui ne voulait pas renoncer, pas tout de suite. Pas tout de suite. Globalement, j'ai peut-être dû en parler à 2 ou 3 personnes, pas plus. J'ai rien dit à mes amis, j'ai rien dit à ma famille parce que je me disais que je sais ce qu'ils vont me dire en fait. Si je leur dis que je suis en train de faire une grosse rechute de dépression, ils vont me dire de rentrer. Ça ferait sauter la dernière petite hésitation que j'avais. Je savais que si les proches s'en mêlaient, la seule hésitation qui me faisait rester, elle allait sauter et du coup j'allais prendre un billet d'avion pour rentrer. Donc j'ai rien dit à mes parents, j'ai rien dit à mes amis. Je suis allée effectivement du coup dans une clinique, j'en ai trouvé une autre qui était à côté de l'école en fait, donc ça c'était très bien. Donc quand je suis allée voir le médecin, il m'a confirmé que effectivement l'un des médicaments que je prenais il n'existait plus au Japon depuis quelques années parce qu'il était considéré comme un stupéfiant. Mais il y a un médicament similaire avec la même molécule dedans. Il m'a dit, étant donné que ce médicament-là, il était efficace sur vous, qu'il a fonctionné sur vous, on va continuer avec la même molécule. Comme ça, au moins, on ne prend pas de risque. Donc, il m'a donné un traitement qui était équivalent. Donc, grosso modo, c'est un peu comme si j'avais un générique, en fait. Bon, là, j'ai commencé à me dire, l'espoir renaît, hein, quelque part, si j'ai un traitement adapté et que c'est grosso modo le même que celui que j'avais avant, théoriquement, mon corps devrait pouvoir le supporter et je devrais pouvoir aller mieux. Eh ben non. Non, ça n'allait pas mieux du tout. Pour une raison que j'ignore, le traitement m'a rendue extrêmement malade, mais j'étais malade pendant 2 jours. J'avais des nausées, j'avais des crises d'asthénie encore plus fortes. J'étais vraiment très très mal, des migraines aussi, des migraines très très sévères. Je me suis dit, je vais mourir. Ce médicament est en train de me tuer. J'ai rappelé le médecin, je lui ai expliqué mes symptômes et il m'a dit, ok, comme ça fait un moment que vous avez arrêté ce traitement, il est possible que votre corps s'est déshabitué. Et que du coup, le fait de le reprendre, ça le rend malade. Donc il m'a dit, soit vous le diminuez de moitié,
vous voyez ce que ça donne. Si ça s'arrange, tant mieux. Si ça s'arrange pas, vous l'arrêtez. Et à ce moment-là, vous m'appelez pour me dire ce qu'il en est et on réajustera le traitement. Donc du coup, j'ai dû arrêter de prendre ce médicament-là. Donc ça allait mieux. Mais le problème qui s'est posé, c'est que d'un côté, on a supprimé un médicament, mais l'autre, on a dû doubler la dose. Et ça, je l'ai mal vécu parce que ce médicament-là, précisément, c'est celui qui m'avait donné le plus de fil à retordre au cours de mon sevrage. C'est celui que j'ai eu le plus de mal à arrêter, en fait. Et quand j'avais réussi à l'arrêter, pour moi, c'était vraiment une énorme victoire. Pour moi, c'était vraiment, ça y est, c'est derrière moi, c'est fini. Voilà, je commence une nouvelle vie et la dépression, elle est derrière moi, les médicaments, c'est derrière moi. Et là, le fait non seulement de le reprendre, mais en plus de le reprendre à double dose, je l'ai vécu comme un échec. Là, pour moi, c'était une régression de 4-5 ans en arrière, en fait. Et là, je me suis dit, mais non. Je me suis battue pendant des années pour m'en sortir. Et là, retour à la case départ. En fait, j'avais l'impression de jouer au Monopoly. Et tu sais, quand tu tombes sur cette horrible carte qui te dit « Retourner à la case départ sans toucher 20 000 francs ». Ouais, bah c'est ça, c'est exactement ça. Retour à la case départ et tu recommences tout à zéro. Je l'ai très mal vécu. Vraiment, je l'ai très mal vécu. Et d'un autre côté, je suis suffisamment rationnelle pour comprendre que c'est une nécessité. C'est-à-dire que même si mon ego en a pris un coup, de l'autre côté, il y a une question de survie. Et dans mon cas, là, c'était une question de survie. Donc mon ego, je me suis un petit peu assise dessus. Et je me suis dit, là, pour le moment, il faut que tu survives. Donc tu prends ton traitement, tu réfléchis pas. Quand ça ira mieux, on en reparlera. Tu as réussi à arrêter les médicaments une fois. Donc ça veut dire que tu en es capable. Donc c'est pas grave. C'est juste une étape. Voilà, pour le moment, tu en as besoin, mais tu vas réussir à un moment donné à ne plus en avoir besoin, puisque tu y es déjà arrivé dans le passé, donc tu peux le refaire. Donc j'ai essayé de me motiver de cette façon, me disant que c'était temporaire et que j'allais pas passer le reste de ma vie sous médoc. Et au pire des cas, si je dois passer le reste de ma vie sous médoc, bah au moins je suis vivante. Au moins je suis vivante. Donc à choisir, il vaut mieux être sous traitement vivant et plutôt bien dans sa peau, plutôt bien dans sa tête, que de creuser jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Voilà, mon expérience au Japon. Je perds la vue, je retombe en dépression, donc concrètement je perds ma santé. Est-ce que c'est tout? Non, j'ai une troisième maladie. Maladie numéro 3. Le lupus. Alors ça aussi, j'y reviendrai dans une autre vidéo parce que y a beaucoup de choses à dire. J'ai un lupus qui est une maladie auto-immune. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Bah, ça veut dire que ton système immunitaire attaque ton propre corps. Voilà. Ton corps se retourne contre toi. Tu t'auto-détruis. Pour faire simple, tu t'auto-détruis. Voilà, tes globules blancs attaquent les cellules de ton corps. C'est charmant. Voilà, c'est extrêmement charmant. Grosso modo, le poison, il est à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que dans mes veines, dans mon sang, il y a du poison. Et ce poison, ce sont mes propres cellules. Et ce poison, il me détruit. Magnifique. Donc ce lupus, il s'est déclaré, enfin en tout cas j'en ai pris conscience en novembre dernier. Et donc j'ai consulté un médecin, j'ai eu un traitement, le fameux traitement qui peut potentiellement attaquer la vue. Bon, effectivement, le traitement n'était pas en cause, mais par contre, le lupus a récidivé. Donc il a récidivé comment? Il y a certains symptômes qui se sont accentués, amplifiés, et il y en a d'autres qui avaient disparu, qui sont revenus. Là, je me suis dit, punaise, mais c'est pas possible, il y a tout mon corps qui fout le camp. Il y a tout qui fout le camp chez moi, j'ai un corps low cost, tu vois, c'est... Donc, les démangeaisons, les brûlures, comme si on te jetait de l'acide sur le cuir chevelu, quoi. Les cheveux qui recommencent à tomber, j'avais de nouvelles plaques de perte de cheveux, donc une ici, deux autres ici. C'est charmant tout ça. Je dis non mais là,
qu'est-ce que je peux perdre de plus là au niveau de ma santé? Parce que là, il y a tout qui fout le camp. Ma santé fout le camp, mais à tous les niveaux. Mon corps ne tient plus. Mon corps est à bout. Il est à bout, il peut plus. Donc forcément, conséquence de tout ça, je me disais, mais là, vraiment, il faut rentrer. Il faut être raisonnable, il faut rentrer là. Ce n'est pas raisonnable de rester et de s'auto-détruire comme ça et de voir que ta santé, elle se dégrade de jour en jour et de façon spectaculaire et rapide. Qu'est-ce qui fait que tu restes? Pourquoi tu t'acharnes? Mais arrête. Juste arrête, rentre chez toi, quoi. Arrête. Je voulais quand même encore essayer. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais je me disais, essaye encore un jour. Essaye de tenir encore un jour. Tu verras après. Et ce qui était bizarre, c'est que en fait, le matin, j'étais très très mal. Donc je me réveillais avec des crises d'angoisse, mais vraiment, hein, des crises d'angoisse horribles. Je n'arrivais plus à sortir du lit parce que j'étais incapable d'affronter la vie. J'étais incapable d'affronter les problèmes que j'avais affrontés, de régler les choses que je devais régler, de faire les démarches que je devais faire. Ça me paraissait tellement énorme. Pour moi, c'était une montagne, mais infranchissable. Là, j'étais devant un mur et je me disais, mais je vois pas le haut, je vois pas le sommet. J'arriverai jamais à grimper là-haut, c'est trop haut. C'est trop pour moi en fait. Et je me réveillais tous les matins avec cette sensation que je n'y arriverais pas, que c'était trop énorme. Donc je devais me forcer chaque jour, ne serait-ce qu'à sortir du lit. Après, je devais me forcer à étudier. Et ensuite, je devais me forcer à aller en cours. Et ça aussi, c'était un gros problème parce que ça, c'est un autre symptôme de la dépression dans mon cas. Je dis bien dans mon cas, hein, parce que il n'y aura pas deux dépressions pareilles chez deux individus. Tout le monde, personne n'aura deux fois les mêmes symptômes à la même intensité, au même degré. C'est une maladie très complexe avec plusieurs symptômes et on ne les a pas tous, et on ne les a pas tous dans la même intensité. Donc, ce que je dis ne vaut que pour moi, d'accord? Voilà, c'est pas une généralité, hein. Mais un des symptômes, moi, que j'avais, c'était l'agoraphobie. C'est-à-dire que j'étais incapable de sortir de chez moi. Le simple fait de devoir m'habiller, même me brosser les dents. Me brosser les dents, déjà, c'était le bout du monde. Juste ça. Comment vous expliquer? Imagine la chose qui te demande le plus d'efforts à faire. Mais vraiment, le truc qui te coûte un effort infini. Je sais pas, est-ce que c'est faire un triathlon, faire un 100 mètres 4 nages? Je sais pas. Imagine l'épreuve la plus terrible pour toi. Le truc qui vraiment te coûte un effort insurmontable. Maintenant, imagine que ça te coûte cet effort-là de te brosser les dents. Ensuite, m'habiller. Ça aussi, c'était pareil. J'étais incapable, ne serait-ce que de choisir le vêtement que j'allais porter. J'étais devant mon armoire, je buguais, j'étais là. J'étais plus capable de prendre la moindre décision. C'est la raison pour laquelle, du coup, j'avais énormément de mal à sortir, parce que le simple fait de devoir me préparer pour sortir, c'était une épreuve. Et l'autre épreuve, c'était de franchir le pas de la porte. Juste franchir le pas de la porte. C'était un truc... Je peux pas l'expliquer. Faut le vivre, en fait, pour le comprendre, mais juste passer le pas de la porte, c'était une épreuve pour moi. Et pire après, c'était affronter le regard des gens. Je ne supportais pas l'idée que les gens me voient, en fait. Je ne voulais pas que les gens me voient. En fait, je voulais disparaître. Je crois que c'est ça. Je voulais tellement disparaître que pour moi, sortir, eh ben, les gens allaient me voir et je pouvais pas supporter que les gens me voient. Donc, sortir, prendre le bus, prendre le métro, c'était une épreuve. Aller en cours, en classe avec les autres étudiants, c'était une épreuve. Me concentrer sur le cours pour comprendre ce qui est dit, c'était une épreuve aussi. Bref, je luttais à chaque instant, chaque minute, chaque seconde. C'était une lutte. Mais vraiment, c'était une lutte. Mais
quand même, je notais qu'au cours de la journée, il y avait une amélioration. C'est-à-dire que le matin, j'étais en mode panique, angoisse, je veux disparaître. Et à partir de midi, ça remontait un petit peu. Et généralement, au fur et à mesure de l'après-midi jusqu'au soir, ça allait beaucoup mieux en fait. Mon état mental allait beaucoup mieux, mon moral allait mieux. Donc le fait d'aller en cours, ça me coûtait, mais paradoxalement, c'est ce qui me faisait le plus de bien. Donc je me forçais à aller en cours parce que je savais pertinemment que ça allait me faire du bien. Et effectivement, c'est ce qui se passait. Généralement, pendant les cours, ça se passait bien. D'ailleurs, personne n'est au courant de tout ce qui se passe dans ma vie, personne n'a rien noté. Et généralement, le soir, j'étais dans un état relativement normal, proche de celui dans lequel j'étais avant la rechute de la dépression. Et généralement, le soir, je me disais, c'est bon, c'est possible, tu peux le faire. Donc en fait, le matin, je me disais, c'est pas possible, et le soir, je me disais, c'est possible. Et donc du coup, je me couchais en me disant, c'est bon, mission accomplie, tu as réussi à passer une journée. Donc tu arriveras à passer ces deux demain. Sauf que le lendemain, je retournais à l'état panique, tu n'y arriveras pas. Donc en fait, mon défi, c'était ça, c'était de me dire, tiens une journée jusqu'au soir. Le soir, j'avais de l'espoir, donc je me disais, c'est bon. Le matin, j'étais déprimée, je me disais, c'est pas possible, mais le soir, je me disais, si, c'est possible, tu as réussi, donc tu peux le faire. Donc, j'alternais du matin, désespoir, espoir, désespoir, espoir. Conséquence de tout ça, il n'empêche que une journée, plus une journée, plus une journée, ça fait une semaine, ça fait 2 semaines, donc au final, je restais. Et il s'est passé quelque chose au bout de 2 semaines, c'est que le traitement commençait à faire son effet. Parce que oui, ça aussi, il faut le savoir, quand vous prenez un traitement pour les maladies mentales, généralement, il faut 10-15 jours pour que le traitement soit efficace. En tout cas, pour que vous puissiez commencer à ressentir les bénéfices et les bienfaits du traitement. Parce que, grosso modo, il y a un désordre chimique dans votre cerveau et les médicaments, ils sont là pour rétablir cet équilibre-là. Donc, les molécules qui vous manquent, les médicaments vous les apportent parce que votre corps ne peut plus vous les apporter naturellement, donc il faut un apport artificiel. C'est exactement comme quand on prend des compléments alimentaires, c'est la même chose. Mais avant que l'équilibre chimique soit rétabli, il faut un certain temps. Donc avant de retrouver cette bonne balance, il faut compter minimum 10 jours, voire 15 jours. Donc si vous commencez un traitement et qu'au bout de 2-3 jours, vous vous sentez toujours mal, pas de panique, c'est normal en fait. N'arrêtez pas votre traitement sous prétexte que vous ne voyez pas de transformation spectaculaire. Ça n'arrive pas. Il faut attendre bien 2 semaines avant que votre état s'améliore. Et pour le coup, c'est ce qui s'est passé effectivement. Au bout de 2 semaines, j'allais quand même beaucoup mieux. Je n'avais plus d'asthénie, le sommeil s'était quand même bien amélioré, le moral était beaucoup mieux aussi. Donc là, je commençais à reprendre du poil de la bête, et avec l'aide de Kevin en l'occurrence, mais aussi grâce à des amis. Donc là, j'ai commencé à chercher activement un travail, parce que ça, c'était clairement une priorité. Il fallait vraiment que les sous, ils arrivent quand même. J'ai dû mettre 1 semaine juste pour faire le CV. Parce que le CV japonais, c'est pas le CV français. Donc rien que faire ça, ça a été un gros travail, faire mon CV. Ensuite, il fallait que je me prépare pour les entretiens d'embauche, parce que c'est bien beau de faire une candidature, mais quand l'entreprise t'appelle pour te dire « Bonjour, on a bien reçu votre candidature, on voudrait prendre rendez-vous pour un entretien. » Oui, mais on te le dit en japonais. Moi, je bitais rien. Je comprenais pas un mot de ce qu'on me bavait au téléphone. Donc en fait, j'ai reçu plein d'appels. Donc, ce qui veut dire que mon profil intéressait, clairement. Ils te rappellent pas si tu les intéresses pas. Mais c'était horriblement frustrant parce que je pouvais pas franchir cette étape-là de pouvoir passer l'entretien. J'avais réussi à faire mon CV, j'avais réussi à postuler, j'avais réussi à convaincre les entreprises pour lesquelles j'avais postulé, mais je ne pouvais pas me rendre au rendez-vous parce que je ne pouvais pas parler au téléphone.
Donc, il a fallu trouver une petite solution. C'est une amie très gentille qui, en fait, appelait pour moi. Elle appelait l'entreprise, elle expliquait elle dit voilà, elle est française, elle ne parle pas encore suffisamment bien japonais pour pouvoir parler au téléphone et pour comprendre une conversation téléphonique. Mais est-ce que c'est possible de prendre rendez-vous pour elle? Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai réussi à avoir 2 rendez-vous de cette façon. Là, du coup, il y avait un autre défi, c'était de préparer l'entretien, parce que c'est bien beau d'y aller, mais le problème il est le même. C'est-à-dire que ce soit au téléphone ou sur place, on va te parler et il faut répondre. Donc là-dessus, Kevin m'a envoyé d'autres explications sur comment se passe un entretien d'embauche, les questions qu'on nous pose, ce qu'il faut répondre, ce qu'il ne faut surtout pas répondre, très important. Je devais du coup apprendre par cœur, mémoriser toutes ces phrases pour être sûre de comprendre ce que mon interlocuteur allait me dire et pour être capable de répondre le cas échéant. Je tiens à préciser qu'avec tout ça, j'ai les cours, plus le travail scolaire, plus les tests qu'on passe quasiment toutes les semaines, les tests de kanji, de conjugaison, bref, tout ce que tu veux. Donc j'avais une tête pleine, mais vraiment ma tête était sur le point d'exploser. Je me disais mais il n'y a plus d'informations qui rentrent là, c'est un peu saturé. Mon espace de stockage est saturé, d'accord? J'ai plus de mémoire vive, mon disque dur il est plein. Ah, il est plein. Sauf que non, non, il faut encore faire rentrer des trucs dedans. Mais bon, j'étais motivée, je me dis ça y est, c'est bon, tu vas y arriver, ça va le faire. Jusqu'à ce que... Donc, ça y est, j'ai un rendez-vous pour un entretien d'embauche, mon CV il est prêt, tout va bien. Là, tu commences à te dire que l'avenir commence à s'ouvrir devant toi. En tout cas, il y a une petite lumière au fond du tunnel. Donc le tunnel, il est loin, il est long. La lumière, elle est au fin fond. Mais il n'empêche qu'il y en a une. Donc, si petite soit-elle, il y en a une. Donc, quand il y en a une, tu te dis, allez, focalise-toi sur cette petite lumière, tu vas y arriver. Et à ce moment-là, je pensais vraiment que les choses allaient s'améliorer. Sauf que non. Là, il m'est arrivé le pire truc qui pouvait m'arriver et qui peut arriver à n'importe qui. Je crois que personne ne s'attend à ça et personne n'est jamais vraiment prêt pour ça. Ma mère m'a appelée plusieurs fois et j'étais en cours. Donc à chaque fois, j'étais obligée de raccrocher. Et quand je raccrochais, elle rappelait derrière. Je me dis, mais c'est bizarre parce que elle connaît le décalage horaire, elle sait que là, je suis en cours, donc pourquoi est-ce qu'elle insiste alors que si je réponds pas, si je raccroche 2 fois de suite, c'est que je peux pas. Je me suis dit un truc bizarre. Elle m'envoie un message sur WhatsApp, elle me dit « Rappelle-moi urgent ». Je dis « Ok, donc ça confirme qu'il y a un truc urgent ». Là-dessus, je reçois un message de ma sœur qui me dit « C'est urgent, s'il te plaît, rappelle-moi ». Je dis là, il y a un truc qui pue. Je sais pas ce que c'est, mais ça pue. Donc, je rappelle ma sœur, et là, elle me dit « Papa est à l'hôpital et il est dans un état critique. Et selon les médecins, il ne survivra pas. » Ok. Là, je lui demande, mais il se passe quoi concrètement? Parce que, bon, mon père, il a été hospitalisé plusieurs fois pour des problèmes de santé très graves. Donc, je lui ai demandé, mais c'est quoi cette fois-ci, en fait? C'est quoi le problème? Parce que je sais qu'il s'était fait opérer pour des problèmes cardiaques, il a eu des problèmes autres au niveau du foie, enfin bon, bref. Donc, je lui ai demandé, là, ce coup-ci, c'est quoi? Il se passe quoi? Est-ce que c'est son cœur? Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit non. En fait, il a chopé le Covid. Et je crois que je vais tuer ce médecin. Le médecin qui l'a consulté, quand il a commencé à avoir les symptômes du Covid, je sais pas pour vous, hein,
je vous laisse libre de juger, mais quand quelqu'un a des symptômes de Covid, techniquement, qu'est-ce qu'on te fait faire? On te fait faire un test PCR pour vérifier que c'est le Covid ou si c'est autre chose, mais on vérifie. Parce que, effectivement, ça peut être une bronchite, ça peut être la grippe, ça peut être autre chose, mais dans le doute, dès que quelqu'un a des symptômes, on lui fait faire un test. Deuxièmement, mon père est âgé, donc une personne âgée qui a des symptômes de Covid, on lui fait faire un test. Troisième chose, mon père a des gros problèmes de santé, il a des problèmes cardiaques, donc il est en état de comorbidité. Donc techniquement, avec ces 3 raisons, tu te poses pas la question, tu fais faire un test à ton patient. Il n'a rien fait. Il n'a pas fait faire de test à mon père. Ce qui fait que les symptômes se sont aggravés, et ils se sont aggravés au point où, quand on s'est rendu compte que c'était le Covid, c'était trop tard, il était à l'hôpital, entre la vie et la mort, en soins intensifs. Et c'est quand il était en soins intensifs que ma soeur m'a appelée. Et d'après les médecins, à ce moment-là, ils disaient c'est simple, préparez-vous au pire. Préparez-vous au pire parce que potentiellement là il passera pas la nuit. Je vous rappellerai demain matin, mais partez du principe que demain matin il sera plus là. Okay. Là-dessus, une question se pose. Est-ce que je rentre pour voir mon père une dernière fois? Ma sœur, à ce moment-là, elle se posait aussi la question. Parce que, petite précision, mon père, il est à l'île de la Réunion. Ma sœur, elle est en métropole, donc il faut quand même aller en avion jusqu'à la Réunion. Et on était fin juillet. Fin juillet, concrètement, c'est la période de l'année où les prix explosent. Voilà, c'est le plein été, c'est les longues vacances, donc tout le monde prend ses vacances. Et forcément, les tarifs des billets d'avion, ils doublent, voire quadruplent. Et à ce moment-là, tu te dis, ok, mais j'ai pas d'argent pour y aller. Déjà, ma sœur, elle avait pas les sous pour aller à l'île de la Réunion. Mais moi, il faut que je fasse un aller jusqu'en métropole et ensuite un autre vol jusqu'à la Réunion. Donc j'ai 2 avions à prendre. Donc 2 fois plus cher. Il faut savoir que en juillet-août, un billet d'avion France-Réunion, quand je dis France, je dis métropole, ok, on se comprend. Oui, la Réunion, c'est la France, sachez-le pour ceux qui ne le savent pas, oui, la Réunion, c'est la France. Donc pour faire France-Réunion, en juin-juillet, c'est grosso modo 2000 balles, voire plus. Et dans mon cas, puisque c'est x2, ça fait 4000 balles. Au bas mot, ça peut être plus. Et vous vous souvenez, j'ai pas de thune. Donc c'est très simple, c'est soit je rentre pour voir mon père, mais le Japon c'est fini, je pourrais plus y revenir, c'est fini. Soit je reste au Japon, mais mon père je le reverrai plus. Il s'est passé que mon père finalement il a survécu. Ma soeur m'a rappelé pour me dire écoute, papa est toujours en réanimation, mais il a survécu, donc il a commencé à aller mieux. Son état s'était amélioré, donc là on a commencé à se dire le plus dur est derrière. Et pourquoi on s'est dit ça? Parce que c'était déjà arrivé par le passé. Comme je le disais, il a été hospitalisé plusieurs fois pour des problèmes très graves, et à chaque fois les médecins disaient il passera pas, préparez-vous au pire. Et à chaque fois il a survécu. Mon père c'est un survivant, je comprends pas comment il fait, mais enfin il a un ADN de fou. C'est que il est passé à côté, mais un nombre incalculable de fois. Et là on s'est dit ça va être comme les fois d'avant, il a passé le plus dur, donc il va survivre. C'est ce qu'on s'est dit. Certes avec des séquelles, on sait pas lesquelles, mais bon. Mais là, il va s'en sortir, le plus dur est derrière. Et là, du coup, on a commencé à se détendre un petit peu, si je puis dire, à reprendre espoir. On se dit que bon, le plus dur est derrière, il va s'en sortir, donc pas de panique, on s'affole pas pour acheter un billet d'avion, on se détend.
Donc moi là-dessus, je reprends mes activités, je reprends ma recherche d'emploi, je me préparais justement à un entretien d'embauche, mon premier entretien d'embauche justement que j'allais avoir 2 jours plus tard. J'étais en train de me préparer à cet entretien. Et puis, au moment où je m'y attendais le moins, ma soeur m'a appelé pour me dire « Il est parti ». Donc elle me dit voilà, l'enterrement c'est vendredi. Donc j'avais 2 jours ou 3 pour me décider si je prenais un billet d'avion ou pas. Alors je vais être honnête, je suis dans le déni total. Alors même là, présentement, là j'en parle, mais je suis dans le déni complet. Je n'ai pas du tout enregistré cette information comme réelle. Dans ma tête, ça n'est pas arrivé. J'en ai parlé d'ailleurs avec un de mes amis, parce que je lui ai dit, écoute, là j'ai l'impression d'être une psychopathe, parce que je ressens rien. Je ressens absolument rien. D'ailleurs, le jour même, tu vois, j'étais allée en cours, et personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu, et jusqu'à maintenant, personne ne se doute de rien du tout. Je suis allée en cours comme tous les jours. J'ai participé comme tous les jours, j'ai rigolé aux blagues des élèves comme tous les jours, j'ai fait rigoler des élèves avec des blagues stupides comme tous les jours, bref, j'étais normale. Et vraiment, dans ma tête, il s'était rien passé, mais vraiment rien du tout. Et quand j'en ai parlé avec un de mes amis, il m'a dit « mais c'est normal, il n'y a pas de place dans ta tête ni dans ta vie là pour gérer cette information. » Il m'a dit « là, tu es en mode survie. » Tu es en mode survie. Donc, tu ne peux pas te permettre de t'effondrer. Et c'est ce qui va se passer si tu réalises ce qui se passe. C'est-à-dire que si tu prends conscience que c'est vraiment fini, que c'est vraiment arrivé, tu vas t'effondrer. Et ton instinct de survie te dit de rester en vie. Donc, ton instinct de survie, il a squeezé l'information parce que ce n'est pas le moment. Tu ne peux pas. Il m'a dit là, tu ne peux pas gérer cette information. Et c'est vrai. C'est-à-dire que, imagine que tu as ton bureau sur lequel il y a une montagne, un monticule de dossiers à traiter. Et là, il y a quelqu'un qui arrive avec le dossier, mais vraiment le dossier, tu vois, celui qui fait 80 cm d'épaisseur, là, et on te dit, tiens, il y a ça qui arrive. Tu dis, j'ai pas la place. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu dis, bah écoute, le dossier là, tu le poses là pour le moment. Je m'en occuperai quand j'aurai fait de la place sur mon bureau, parce que là, j'ai pas de la place. C'est exactement ça ce qui s'est passé, et c'est exactement ce qui continue de se passer, c'est que là, mon bureau, ma tête, ma vie, c'est plein. C'est plein. Et pour gérer un aussi gros dossier que celui-là, il faut beaucoup de place. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse beaucoup de place, pas juste un peu. Donc tant que je suis en mode survie, je ne peux pas traiter autre chose. Je ne peux pas m'occuper d'autre chose. Et mon cerveau ne peut pas traiter une autre information tant que je ne serai pas sortie de la survie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y aura une accalmie dans ma vie, que ce sera stabilisé et que du coup j'aurai fait de la place dans ma tête parce que j'aurai coché sur ma checklist les choses que je devais régler, quand il y aura de la place, ouais, à ce moment-là, effectivement, il est possible que je prenne conscience de ce qui s'est passé. Et là, j'aurai certainement un revers du style boomerang dans la face. Je sais pas du tout comment je vais réagir à ce moment-là. Mais pour le moment, je ne ressens rien. C'est-à-dire que mon cœur, il est fermé. Et la preuve que je suis toujours dans le déni, par exemple, c'est que je n'arrive pas à le dire, le mot. Il est. Je peux le dire en anglais, je peux le dire en japonais, mais en français, j'arrive pas à le dire. J'arrive pas à dire le mot. Quand j'ai discuté avec cet ami-là, il m'a dit, je lui ai dit, tu te rends compte quand même que, à la base, venir au Japon, c'était le début de ma nouvelle vie, et c'était censé marquer quelque chose de très positif, mais depuis que je suis arrivée, il m'arrive que des galères, et maintenant, c'est même
marquée par la disparition de mon père. Je fais, tu te rends compte de ce que ça représente psychologiquement pour moi de me dire que ma venue au Japon coïncide avec sa disparition. Qu'est-ce que je peux trouver de positif dans la situation dans laquelle je suis? Là, maintenant, je ne vois pas. J'ai perdu mes sous, j'ai perdu ma santé, maintenant je perds mon père, j'ai fait qu'est-ce que je peux perdre de plus? Et là, il m'a dit, peut-être que tu peux le voir sous un autre angle. Ouais, lequel? Eh ben, c'est qu'il n'y a plus rien qui te retient en France. Il m'a dit, tu sais, moi je connais beaucoup de gens qui veulent vivre leurs rêves, qui ont des objectifs, qui ont des projets, mais ils peuvent pas parce que il y a des choses qui les retiennent. Il m'a cité quelques exemples très concrets. Il m'a dit, aujourd'hui, qu'est-ce qui te retient en arrière? Ouais. Bien sûr, il n'a pas prétendu qu'il avait la réponse absolue à la question, à savoir est-ce que je dois rentrer ou pas. Mais il m'a juste dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Mais oui, clairement, je devais décider si j'allais enterrer mon père et renoncer du coup à tout ce que j'ai fait pour venir ici. C'est-à-dire tous les sacrifices que j'ai faits et tout ce que j'ai enduré jusqu'à présent, concrètement, ça ne servira à rien, puisque si je vais à La Réunion pour enterrer mon père, je pourrai plus revenir. Et en même temps, je me dis, ouais, mais si je pars pas, je pourrais pas lui dire au revoir. Et voilà, je peux pas lui dire au revoir. Est-ce que mon projet de vie, il mérite que je ne puisse pas dire au revoir à mon père? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans ce genre de situation. Mais ouais, à ce moment-là, je me suis dit, mais je fais quoi? Je fais quoi? En fait, pour faire simple, j'en étais à un point où je n'arrivais plus à savoir ce qui était bien ou mal, ce qui était de l'ordre de la bonne décision, de la mauvaise décision, qu'est-ce qui était raisonnable, qu'est-ce qui était déraisonnable. J'arrivais pas à faire le distinguo. Dans ma tête, je me disais, avec tout ce qui t'arrive, ce serait peut-être plus raisonnable de rentrer en France. Et rester au Japon, ce serait de l'acharnement. Et d'un autre côté, je me disais, si je pars, j'abandonne tout. C'est de la lâcheté. Je dois persévérer. Rester, c'est de la persévérance. C'est du courage. Donc il y avait ces deux. Je savais pas en fait. D'un côté, c'est déraisonnable. De l'autre, c'est de la persévérance. Qu'est-ce qui est vrai? J'ai pas de réponse à ça. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de rester? Ou est-ce que c'est déraisonnable de rester? Est-ce que rester c'est de la persévérance et du courage? Ou est-ce que c'est de la folie? Je sais pas. Je sais pas et j'ai 2 jours pour trancher. Si je dois rentrer ou pas. Alors évidemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse parce que on est tous différents et on vit les choses différemment. Je ne sais pas ce que quelqu'un d'autre aurait fait à ma place, puisque personne n'est à ma place et je ne suis à la place de personne d'autre. Donc je ne prétends pas détenir la clé de la sagesse absolue dans ce genre de situation. Mais j'ai décidé de... Comme vous pouvez le constater, j'ai des milliers de raisons de rentrer et pas tellement de raisons de rester. Pourtant, et je sais que ça peut paraître fou, mais j'ai décidé de rester au Japon. J'ai besoin de donner du sens à tout ça. Tout ce qui m'est arrivé là depuis le mois de juin, j'ai besoin que ça ait du sens.
J'ai besoin que ça veuille dire quelque chose et j'ai besoin que ça aboutisse sur quelque chose. Sinon, si c'est vain, que je rentre en France la queue entre les jambes, bah là j'aurais vraiment tout perdu en fait. Parce que rentrer, ben ça ramènera pas mon père. Et au final, je vais retourner à ma vie d'avant si ce n'est pire. Donc, j'ai décidé d'aller le plus loin possible et le plus longtemps possible au Japon. Voilà, donc je vais continuer autant que je peux, autant que les circonstances me le permettent. Je reste ici et je vais aller le plus loin possible, faire le maximum de choses et voilà. Je sais pas du tout ce que l'avenir me réserve, concrètement, je sais pas du tout. Mais j'ai décidé de rester. Donc j'ai tenu à faire cette vidéo parce que, bon bah déjà extérioriser un petit peu, j'en avais besoin. Et aussi parce que ben, c'est un des aspects de l'expatriation. Il faut en être conscient. Vous ne serez pas présent pour votre famille en cas de problème. En cas de drame familial, vous ne serez pas là. Il faut vraiment que vous vous posiez la question, est-ce que je suis prêt à ça? Est-ce que je suis sûre de pouvoir supporter ça? En toute sincérité, c'est une question que je m'étais posée avant de venir, mais comme la plupart des gens, on se dit toujours ça n'arrive qu'aux autres. Moi, ça m'arrivera pas, donc c'est bon. Posez-vous vraiment la question. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à sacrifier ça pour réaliser un projet? Je dis pas qu'il faut pas réaliser votre projet, hein. Je dis juste, posez-vous la question, est-ce que vous allez pouvoir vraiment supporter ça? Est-ce que vous êtes prêt à faire de tels sacrifices? Est-ce que vous êtes prêt à aller aussi loin pour un projet? Posez-vous vraiment la question, parce qu'une fois que c'est arrivé, c'est trop tard, hein. C'est fait. Si vous pensez que la réponse est oui, vous êtes capable de tout endurer et vous êtes capable de tout encaisser et vous voulez aller jusqu'au bout, faites, foncez, foncez. Si vous pensez que ça aura des conséquences, des séquelles pour vous qui ne sont pas supportables, levez le pied. Et ça, personne ne peut décider pour vous, personne ne peut juger pour vous. Vous êtes vraiment les seuls à pouvoir décider de ce genre de choses. Et personne ne peut vous juger par rapport à vos décisions, parce qu'elles vous appartiennent et on est tous différents, donc il n'y aura pas de réaction pareille, il n'y aura pas de situation pareille, et du coup, il n'y aura pas de décision pareille. Voilà. Donc, sans jugement, voilà, avec beaucoup de bienveillance, soyez bienveillant envers vous-même quand vous vous posez cette question. Ne vous culpabilisez pas en vous disant « Ah oui, mais je suis trop faible, je peux pas ». C'est pas de la faiblesse. Ou ne vous dites pas « Je suis trop égoïste parce que je poursuis mon rêve et j'abandonne ma famille ». C'est pas de l'égoïsme. Soyez bienveillant envers vous-même et soyez disposé à vous dire « C'est ce que je peux faire, c'est ce que je veux faire ». Voilà, c'est tout. Je suis comme ça. Et ce que je peux faire, c'est ça. Ce que je veux faire, c'est ça. C'est tout. Réfléchissez bien à l'orientation que vous voulez donner à votre vie pour être sûr juste de ne pas regretter. De ne pas regretter ce que vous aurez décidé. Parce qu'on peut regretter de ne pas avoir poursuivi un rêve, on peut regretter de ne pas avoir été présent pour sa famille à un moment crucial, on peut regretter tellement de choses. Donc faites des choix qui vous permettront de ne pas regretter. Voilà. Des choix que vous ne regretterez pas, des choix où vous direz c'est fait, j'ai décidé, je l'assume et ça m'emmène là où ça m'emmène. Voilà. Voilà les gens, cette vidéo est à présent terminée. Bon, elle était un peu spéciale, j'avoue. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Si tel est le cas, pensez à liker, à commenter, à partager. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous tiendrai au courant de ce que la vie m'aura réservé suite à cette décision. Voilà, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. Bisous.
You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to prayer. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. Baby, I just need one good one. Baby, I just need one good one to stay.